Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. My God, qu'il fait chaud ici. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler, comme prévu, de l'épisode 4 de Loki. Ça sera pas, en fait, une vidéo théorie. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les théories parce que j'aimerais ça faire des vidéos spécialement faites pour les théories que j'ai par rapport à ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de mon avis global et de ce qui s'est passé dans l'épisode, etc. Donc c'est parti! Donc déjà, ça va être assez difficile de parler de cet épisode sans faire de spoiler parce qu'il arrive tellement de choses, puis cet épisode est tellement incroyable que je m'imagine mal en parler en ne disant aucun spoiler. Donc en fait, si vous n'avez pas vu le nouvel épisode, l'épisode 4, eh bien, c'est peut-être pas l'idéal de regarder cette vidéo. Mais revenez après que vous avez écouté l'épisode 4 parce que je veux quand même avoir votre avis sur ce nouvel épisode. Donc, comme je le disais, je comprends tellement pourquoi est-ce que Tom Hiddleston a dit que l'épisode 4 et 5 allaient être les épisodes les plus incroyables et ceux qu'il préférait le plus. Parce que c'est wow. Ces épisodes-là sont juste incroyables et amazing. Genre... Ben, en fait, l'épisode 4, là, parce que l'épisode 5 n'est pas sorti, mais vu comment est-ce que le dénouement se passe, eh bien, je suis pas étonnée. Genre, déjà de un, juste avant qu'on commence plus en détail, il faut faire vraiment attention avec le nouvel épisode. Il y a une scène après les crédits qui est très importante. Là. C'est pas une scène que tu dois rater, en fait. C'est une scène extrêmement importante, donc oublie pas d'aller regarder la scène après les crédits. OK? Donc, déjà de un, c'est un nouvel épisode pour moi et franchement, peut-être pas mon préféré. J'ai un autre épisode que j'ai préféré encore plus que celui-ci. Wow! Je tape mes comics maintenant. Attendez. Donc, il y a un autre épisode que j'ai plus aimé, mais je te dirais que c'est le numéro 2 dans ma liste des meilleurs épisodes de la série Loki pour le moment. Pourquoi? Eh bien, déjà pour énormément de raisons. La musique est toujours aussi belle qu'avant et le dénouement, en fait, la structure de l'épisode est, d'après moi, incroyable. C'est sûr que le seul petit point négatif que je pourrais donner, c'est le fait que je trouve peut-être après, l'épisode est très bien construit, je changerai rien, mais peut-être que ça va légèrement trop vite au niveau de comment ça se passe avec la découverte des timekeepers qui sont pas réellement des en fait qui sont pas là, que c'est des robots animatroniques super réalistes comme dans les attractions de Disneyland. Donc après, je veux dire peut-être qu'à cause de l'épisode 5 et 6, on va découvrir que c'est normal pourquoi est-ce que tout s'est enchaîné extrêmement vite dans cet épisode. Peut-être qu'il y a une raison logique pour les 2 prochains épisodes. Mais pour le moment, je trouve que ça va peut-être un petit peu trop vite. Dans le sens où, au début de l'épisode, tu sais, il y a cette scène hyper touchante qui crée un nexus. On va en parler juste après. Et puis par la suite, bam, ils se font récupérer par le TVA, puis bam, Mobius, il finit par croire Loki, puis bam, ils s'en vont voir les Timekeepers, puis bam, hey, j'arrête pas de le cogner, attendez, on va... ok. Puis après, bam, il découvre que les Timekeepers sont pas réels, puis après, bam, Loki y allait pour dire quelque chose, ben en fait, déclarer sa flamme à Sylvie, et bam, il se fait éliminer par Ravonna. Puis après, dans les scènes après crédit, bam, on réalise qu'au final, il est pas mort, ben il est pas effacé. Ça a été très très vite, mais si c'est bien structuré pour les prochains épisodes, pour moi, ça pose aucun souci. Mais pour le moment, en ne sachant pas ce qui va se passer dans les prochains épisodes, peut-être que c'était quand même assez rapide pour que tout le monde apprenne ce qui se passe. Donc si on y va... Donc, par la suite, je trouve que vraiment le développement des personnages est incroyable dans cet épisode.
On connaît beaucoup de développement, pas uniquement pour Loki ou pour Sylvie, mais on connaît aussi beaucoup de développement pour B15, pour Ravonna, pour les Timekeepers en général, pour la TVA et aussi pour Mobius. Donc il y a beaucoup de développement de personnages et ça met une ambiance incroyable dans la série. Au lieu de se focuser uniquement sur Loki, on se focus sur beaucoup plus de personnages. Par la suite, justement, parlons scène par scène et commençons par celle sur la Mantis One quand le Nexus se crée. Et c'est comme ça que la TVA va découvrir où se cachent Loki et Sylvie à cause de la brèche qui se passe normalement dans un scénario post-apocalyptique où la planète de la Mantis va se faire détruire et bam, il y a un Nexus, ce qui n'est pas normal. Et ce Nexus, c'est le fait que Loki et Sylvie, surtout Loki, après on sait pas exactement pour Sylvie, mais je pense que c'est la même situation pour elle, que Loki et Sylvie tombent en amour. Et je vous dirais que j'avais été assez perplexe au début, pas dans l'épisode, mais avant, parce que j'avais beaucoup lu de théories et moi-même, j'avais prédit que potentiellement l'un des intérêts amoureux de Loki allait être Sylvie, dans le sens où ça avait été parlé en entrevue comme quoi Loki allait avoir deux intérêts amoureux, un pour un homme et un pour une femme. Après, on ne savait pas si ça allait se passer tout dans la première saison ou si ça allait s'étendre dans la deuxième saison. Et bien là, on a le premier potentiel amour pour Loki qui est Sylvie. Et au début, quand j'avais prédit ça, dans le sens où j'ai prédit beaucoup de choses, j'ai parlé de beaucoup de théories dans mes vidéos précédentes. Il y en a énormément qui se sont plantés. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de dénouement dans cet épisode-là. Et surtout, je pensais qu'on allait découvrir un peu plus de choses par rapport à la vie de Sylvie. Malheureusement, non. Donc, il y a beaucoup de théories que j'avais énoncées qui ne sont pas nécessairement arrivées. Après, les événements de la vie de Sylvie par rapport au fait qu'elle a été capturée dès son plus jeune âge par la TVA, etc., ça s'est passé. Après, l'intérêt que Loki allait avoir pour Sylvie, ça s'est passé. J'avais prédit qu'ils allaient peut-être avoir un intérêt amoureux, mais par la suite, j'étais pas nécessairement apte à comme vouloir cet intérêt amoureux dans le sens où Sylvie c'est un Loki. Sauf que la façon dont ils l'ont apporté dans l'épisode 4 m'a fait complètement changer d'avis dans le sens où ils essayent vraiment de te faire voir que Sylvie et Loki variant sont vraiment des personnes à part entière et qui ne se considèrent plus comme des Loki qui ont dévié, mais vraiment des personnes à part entière qui vivent leur propre vie et leurs propres décisions. Et la façon dont c'est apporté par rapport au fait que Loki s'identifie énormément à Sylvie et qui s'identifie énormément à sa douleur et plein d'autres éléments fait en sorte que j'approuve énormément ce qu'ils ont fait par rapport à l'intérêt amoureux que Loki peut avoir envers Sylvie. Loki, en fait, peut avoir un intérêt amoureux qu'envers lui-même, à quel point il est narcissique. Et justement, dans une des scènes avec Sif, notamment, je suis vraiment contente qu'on ait eu un petit caméo de Sif. Eh bien, justement, tu sais, ça montre à quel point tout le monde pense que son destin est de finir tout seul parce que, justement, il est juste comme pas capable d'aimer. Eh bien là, on a la preuve que oui, il est capable d'aimer et que la possibilité pour lui d'éprouver un sentiment amoureux, c'est envers une personne qui lui ressemble, dont la métaphore de Sylvie qui est lui-même. Mais on apprend beaucoup de choses aussi par rapport à cette scène avec Sif, c'est que Loki malheureusement est narcissique à un point énorme parce qu'il a énormément peur d'être tout seul. Et ça c'est quelque chose qu'on peut se rattacher énormément parce que ça arrive à beaucoup de monde de se construire une carapace autour de soi-même parce qu'on a peur de quelque chose en particulier, que ce soit la solitude, l'échec, ou peu importe. Donc, c'est ça qui crée ce nexus, c'est l'intérêt amoureux que les personnages développent ensemble, alors que normalement, en théorie, ils auraient dû rester tout seuls pour le restant de leur jour jusqu'à temps qu'ils meurent.
Mais ça amène un autre point intéressant qui est le fait que Sylvie, en fait, c'est une anomalie quasiment depuis toujours, dans le sens où elle est née la déesse de la malice au lieu d'être née le dieu de la malice. Mais ça apporte un point important quand elle demande à Ravonna c'était quoi son nexus qui a provoqué l'arrivée de la TVA, et que Ravonna, méchamment, ne veut pas lui dire en lui prétextant qu'elle a oublié. Mais je pense que ceci est un élément vraiment important pour la suite des choses, parce que je suis sûre que ça cache un secret quand même assez important par rapport à la vie de Sylvie et le futur de tout ça. Donc ça, c'est une des questions que justement que je vais chercher en profondeur, essayer de trouver une théorie qui pourrait être plausible par rapport au fait de c'est quoi le nexus qui a provoqué l'arrivée du TVA dans la vie de Sylvie et qui l'a littéralement wipe de toute sa timeline au complet. En fait, son univers a été wipe. Après, je pense pas que c'est juste dû au fait que ça soit une femme au lieu d'être un homme, parce que notamment, ou sinon la TVA serait arrivée depuis beaucoup plus longtemps, à moins que Asgard soit si bien caché, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Donc vraiment, déjà du fait que ça soit une femme au lieu d'un homme, peut-être qu'il est arrivé une autre chose qui a provoqué la brèche, le nexus, et que la TVA a pu venir chercher Sylvie. Mais je pense que ça cache énormément de choses dans la vie de Sylvie, cet événement-là. Donc ça, c'est quelque chose que je vais chercher pour faire des théories là-dessus, parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc si on continue un peu l'épisode, on arrive justement avec la scène avec Sif, que je vous ai parlé plus tôt, et je voudrais vraiment relever le fait que il y a beaucoup de petits hints par rapport à la mythologie nordique de base de Loki. Je pense que dans ces séries-là, justement, dans les éditions limitées je pense que c'est 2011 de Loki, on en parle énormément de beaucoup de choses de la mythologie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se passe aussi dans les comics. Mais dans la mythologie de base, Loki coupe les cheveux de Sif pas par une blague. Oui, c'est par une blague, c'est parce qu'il s'ennuyait puis qu'il s'est dit que la meilleure des solutions, c'est de couper les cheveux de Sif. Mais c'est aussi parce que normalement, Sif est la femme de Thor et que Sif est quand même assez gourmande au niveau physique, comme on pourrait dire. J'essaie d'employer un langage correct. Donc au niveau physique, et elle va notamment essayer Loki. Et après avoir essayé Loki, elle fait juste dire bon ben c'est fini, je retourne avec Thor et puis basta. Et Loki, ça l'énerve, ça le met un peu en rage, ce qui fait en sorte que pour s'amuser, parce qu'il s'ennuyait, il a décidé d'aller couper les cheveux de Sif. Et Thor, tellement en colère, a dit à Loki de justement trouver une solution pour récupérer les cheveux de sa femme. Et c'est ça qui engendre plein d'événements dans la mythologie qui sont très importants. Donc, j'ai aimé ce petit indice à la mythologie avec justement le fait que Loki a coupé les cheveux de Sif, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant puis très très drôle. Donc après, c'est peut-être juste moi parce que, tu sais, si tu connais pas la mythologie de base, ben ça va pas te venir à l'esprit. Mais en tout cas, je vous laisse ça comme ça, je vous dis ça de même. Donc par la suite, on y va avec le fait que Loki dévoile à Mobius que tout le monde sont des variants et que ça enchaîne énormément de choses, notamment avec B15 qui découvre elle aussi la vérité avec Sylvie, tandis que Loki dit la vérité à Mobius et que Mobius finit par le croire après tous les événements avec Ravonna. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant dans le sens où ça m'a peut-être donné la théorie du fait que Ravonna, en fait, c'est sûr et certain qu'elle le sait, que tout le monde est des variants et tout ça. Donc, ça veut dire qu'elle l'a accepté parce qu'à la base, c'était un agent comme les autres. C'est notamment elle qui a été chercher Sylvie. Donc, je me dis, si elle était au courant et que maintenant elle est devenue un juge, ça veut dire qu'elle-même était un variant et qu'elle a accepté le fait qu'elle soit un variant
pour la TVA et qu'elle fait comme si de rien n'était et que c'est pour ça que notamment elle est devenue juge. Mais ça me donne comme petit hint du fait que potentiellement les autres agents que Ravonna parlait avec Mobius, là, qui faisait des petits cercles sur sa table et que Mobius arrête pas de la chialer en mode ouais mais c'est moi ton préféré, etc. Eh bien peut-être que tous les autres agents qu'elle a en tant qu'amis, c'est tous des Mobius. Peut-être que je vais trop loin. J'avais dit que je parlerais pas de théorie, mais juste en parler vite vite. Peut-être que tous les autres agents, c'est tous des Mobius. C'est tous des variants Mobius que Ravonna est là, dans le sens où peut-être que un variant Mobius découvre qu'il est un variant, et là ils sont obligés de le wipe, et là ben ça le remplace avec un autre Mobius, puis là elle retrouve une amitié avec le deuxième Mobius, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu sais, peut-être qu'il y a plusieurs Mobius, parce qu'à chaque fois qu'il découvre la vérité, ou à chaque fois qu'il fait une bêtise ou quoi que ce soit, et qu'il se fait effacer, eh ben il se fait remplacer par un autre Mobius. Et du coup, ça apporte le fait qu'il y a tout cet événement où Mobius malheureusement se fait wipe et qu'ils se font apporter chez les Timekeepers. Et là, on découvre que les Timekeepers n'existent pas, ben, qu'ils sont pas réels dans le sens où c'est des animatroniques. Et que Ravonna n'est pas du tout surprise parce que, je veux dire, elle a réussi à wipe Loki, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Elle a réussi à effacer Loki. Et je veux dire, elle n'a pas l'air d'être plus surprise que ça de ce qui se passe en ce moment. Donc, je pense qu'elle est au courant que les Timekeepers n'existent pas et que tout le monde est des variants, etc. Et que, notamment, ça laisse place à la possibilité que Kang soit derrière tout ça, ou la possibilité que ça soit Miss Minute qui soit derrière tout ça, que ça soit juste une IA qui soit derrière tout ça. Mais je pense plus Kang, vu que Ravonna n'a pas l'air surprise, c'est peut-être justement parce qu'elle est en équipe avec Kang. Donc, ça apporte énormément de théories. Donc, ça, c'est la deuxième théorie que je vais essayer d'exploiter. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les Timekeepers, genre? C'est comme, les Timekeepers ne sont pas là, donc c'est qui est derrière tout ça? Et ça amène justement la dernière question que je me pose, c'est après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps pendant le générique parce que Loki allait enfin avouer ses sentiments à Sylvie. J'étais comme ça devant mon écran. Puis là, je vous jure, Ravonna a wipe Loki. Loki a disparu. Ma face, elle a juste fait genre... Puis j'étais comme genre, non, 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 non. Genre, on aime ça nous faire souffrir chez Marvel. Nous, les fans de Loki, Marvel se fait un malin plaisir de faire mourir notre personnage tout le temps, mais qui ne meurt jamais. Donc, qui nous fait souffrir pendant un moment, un instant momentané, pour ensuite nous dire genre, hey, c'est pas vrai, il est encore vivant. Donc, sur le coup, j'ai vraiment eu de la peine parce que je me disais, genre, tu sais, ça revient au fait qu'à un moment donné, dans l'épisode, il dit que, oui, Loki meurt, mais, ben, en fait, Loki, genre, disparaît, il meurt et tout ça, mais, en fait, ils meurent jamais, ils reviennent tout le temps. Donc, oui, ils sont destinés, c'est ça, ils disent, oui, on perd à chaque fois, oui, je perds tout le temps, mais je meurs jamais. Et ça, c'est vrai, Loki est destiné peut-être à perdre, mais il n'est pas destiné à mourir. Même le fait qu'il meure sur les mains de Thanos, il meurt pas vraiment, parce qu'après, il devient un variant, parce qu'il change tout dans la timeline en revenant dans le passé, etc. Donc, en réalité, Loki ne meurt jamais. Et c'est ça qui fait à quel point que ça fait une métaphore avec le fait qu'il soit un dieu de mischief, de mischief god, parce que, justement, il trouve tout le temps le moyen d'être là pour agacer les gens et pour faire le malicieux. Après, tu sais, je veux dire, c'est une grande métaphore, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et après avoir tout pleuré les larmes de mon corps, on a la scène après-crédit où, justement, on se rend compte qu'il n'est pas mort, qu'il n'a pas été effacé, mais qu'il a plutôt été apporté dans un autre univers et qu'il y a notamment plein d'autres Loki.
on a Kid Loki, on les a tous. On a le Loki de comics. Ah, je l'ai ici. Lui, là, ben pas tout à fait comme ça, mais plein de Loki, de plein de timelines différentes, puis de plein de comics qu'on peut voir notamment. Et que, justement, ça laisse à supposer qu'au final, il y a un univers où il y a toutes les variants, à la place d'être effacés, ils sont transportés à quelque part, et ils sont là comme une bunch of variants, juste comme à traîner dans un autre univers, etc. Et ce qui laisse à supposer que notamment, ça veut dire que Sylvain n'est pas morte, et que Mobius n'est pas mort, et que Loki, justement, il est pas mort non plus, et que toutes les autres variants de Loki ne sont pas morts non plus. Mais après, ça laisse justement la troisième théorie que je veux vouloir parler dans les prochains jours, qui est, c'est quoi cet endroit-là? Et qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit-là? Parce qu'ils disent, Loki dit, est-ce que je suis mort? Et les autres Loki disent, non, pas encore, mais il faut que tu nous suives rapidement parce que sinon tu vas mourir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans cet univers de dangereux et que c'est un endroit où se regroupent toutes les variants. Donc est-ce que ça laisse à supposer qu'après ils vont trouver un moyen de sortir de cet univers, puis qu'il va y avoir une genre de armée de variants qui vont envahir la TVA, parce que littéralement on le voit que Loki il est très 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 en colère contre la TVA, déjà de un parce qu'ils l'ont menti, puis de deux parce qu'ils ont wipe son meilleur ami, Mobius, tu sais, je veux dire c'est son ami, puis sur le coup il pense qu'il est réellement mort, puis etc. Donc cet épisode-là laisse énormément de choses. Elle est incroyable, j'adore cet épisode, j'adore, ok? Ce qui fait que ça laisse nos 3 questions principales et que je vais essayer dans les prochains jours, si tout va bien, parce que j'ai un horaire extrêmement chargé, si tout va bien, je vais essayer de répondre à ces questions-là. Donc je vous laisse là-dessus et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé sur l'épisode de Loki. Et je vous laisse, je vous fais des gros bisous du Québec!